Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat sur la 97.1. Actu Débat qui reçoit pour vous ce matin Ildefonse Akpaki, directeur d'application du journal La Gazette du Golfe et administrateur du site ou du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour Eli, bonjour à tout le monde. Notre invité de tous les vendredis, eh bien, vous le connaissez, Firmin Teko Agbo. Il est journaliste chroniqueur politique. Firmin, bonjour. Bonjour Eli Goka, merci de m'avoir invité. Merci de toujours accepter notre invitation au nom de cette collaboration rédactionnelle. Eh bien, chers invités, le 16e forum de la Goa est désormais rentré dans l'histoire. Les 38 pays du continent africain qui ont pris part donc à cette grande rencontre d'affaires se sont séparés hier jeudi. Ils sont un peu plus de 1000 délégués à avoir pris part à d'intenses travaux du 8 au 10 août 2017 où plusieurs thèmes ont été débattus, entre autres le pôle de l'intégration dans le développement des chaînes d'approvisionnement régional et l'expansion des marchés régionaux. Les travaux ont également porté sur l'intégration des normes de travail dans les politiques des centres commerciaux d'investissement. Madame Dédé Eke, ministre conseillère, présidente du comité d'organisation, s'est dite satisfaite à la fin des différents échanges où le secteur privé et la société civile ont été édifiés. Firmin Teko Agbo, Agoa, organisé bien sûr au Togo, tenu au Togo. En quoi cela pourrait-il profiter à notre pays? Agoa, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, je pense que les Occidentaux pensent beaucoup plus à l'Afrique que l'Afrique elle-même. Les Occidentaux ont toujours su que l'Afrique c'est un grand marché. C'est un grand marché en tout. Mais les Africains ne s'en sont pas encore aperçus. Ils s'en seraient aperçus. Je pense que la dynamique s'énoncerait autrement. Agoa, c'est un programme qu'a mis en place en 2000, à la fin de son règne, Bill Clinton, l'ancien président américain, pour essayer de réguler les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis. Et jusque-là, il y avait 6000 produits qui étaient concernés par l'exonération des taxes douanières. Et cela a évolué dans le temps. Et Agoa, avant que vous ne fassiez partie du groupe ou du programme Agoa, il faut respecter un certain nombre de principes. Donc, la bonne gouvernance, la démocratie. Aujourd'hui, le Togo, à l'international, montre qu'il est en train de faire un certain effort en ce qui concerne ce que je viens de citer. Mais on va jeter un coup d'œil sur ça après. La rencontre de Lomé, en fait, va profiter beaucoup plus aux Américains parce que les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique en 2015, ça s'évaluait à plus de 70 milliards de dollars. Or, cette même année, les échanges commerciaux, ce qui quittait l'Afrique pour les États-Unis, s'évaluait peut-être à 18,7 milliards contre 26 milliards en 2014. Ça veut dire que les Africains ne font pas beaucoup d'efforts, alors que les États-Unis se sont rendus compte que l'Afrique c'est un marché d'infos et il faut intensifier les actions. Et raison pour laquelle d'ailleurs il parle de critères, d'études, des critères, des normes qui vont régir cette relation commerciale entre les États-Unis et les pays africains. Exactement. Vous savez, les Occidentaux sont très fins. Très exigeants en matière de qualité. En matière de qualité, ils sont très fins. Ils ne vont pas vous envoyer de n'importe quoi, mais ils sont là pour... Vous savez, il faut retenir ceci. Je l'ai une fois dit ici, les États-Unis ne vont pas vous approcher pour la beauté de vos yeux. Les États-Unis ne vont pas vous approcher parce que vous êtes trop beau ou vous êtes un pays démocratique. Les États-Unis vous approchent parce qu'il y a intérêt. Toutes les guerres que les États-Unis mènent dans le monde, ce sont des guerres économiques. Si les États-Unis ont institué ce programme Agoa, c'est pour étendre leur marché parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup à prendre au niveau du continent africain. Je pense que ici, dans ce domaine, avec la rencontre de Lomé, ça a permis de mettre un accent sur l'agriculture, ça a permis de mettre un accent sur le textile, ça a permis de mettre un accent sur l'industrie. Et je pense que dans les jours à venir, les États-Unis vont encore intensément profiter du continent africain. Et au total, 6500 produits sont donc inscrits au programme au programme Agoa. Ildefonse Akpaki, le Togo vient de bénéficier on parle de visa textile pour le Togo, une bonne nouvelle. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté Firmin dans son développement.
Il a mis l'accent sur beaucoup de choses que j'ai eu le temps de noter. D'abord, il a fait un clin d'œil à l'Afrique, disant que l'Afrique est un grand marché. C'est vrai. Et il a dit que les Occidentaux pensent bien à l'Afrique, en ajoutant que l'Afrique est un grand marché. Vous savez que les Blancs ne font rien sans rien. Hein. Les Blancs ne font rien sans rien. Ils sont toujours guidés par l'intérêt. Les grandes puissances ne font rien sans rien. Lorsque nous disons aujourd'hui que c'est parce que le Togo essaie de remplir un certain nombre de critères, c'est pourquoi on a pu faire en sorte que AGOA ait lieu au Togo, je voudrais qu'on me dise réellement les produits togolais qui sont valorisés. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas ce qui donne l'importance par rapport à la question que vous avez posée, me disant que le Togo a pu bénéficier d'un visa textile. Alors, quels sont les produits togolais qui ont été valorisés jusqu'alors? Moi, je ne sais pas. 1. 2. Le textile. Je serais à même de dire aujourd'hui que lorsqu'on vient au Togo et qu'on veut parler du textile, qu'on soit en mesure de nous dire que le Togo possède une usine textile. Malheureusement, on l'a bradé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la fierté du Togo dans le domaine textile? Dites-moi, soyons sérieux. Qu'est-ce qui fait le Togo est une plaque tournante des produits textiles. On connaît dans l'histoire du Togo la valeur c'est ça, la valeur qu'on accorde donc à nos femmes dénommées les nanabins. Vous savez, vous avez répondu à ma question. Si nous remontons dans l'histoire, si nous faisons la lecture même de l'histoire togolaise par rapport à cette dame-là que vous venez de citer, par rapport au textile, et lorsque nous transposons tout cela dans la réalité d'aujourd'hui, vous devez être conséquent envers vous en disant que ce que nous avons vécu, ou bien ce que nos parents ont vécu par le passé, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui dans le textile. J'ai dit tout à l'heure que l'usine textile de Dacha, mon village d'ailleurs, a été fermée, oui, a été bradée. Je dis oui, je suis de Dacha, j'en suis très fier. Je suis un digne fils de cette colline. Oui. Alors, cette usine a été bradée. Lorsque vous parlez aujourd'hui des nanabins, est-ce que nous parlons aujourd'hui de nanabins encore au Togo? Mais le clou, c'est que le grand marché que nous avons, qui faisait la fierté même du Togo dans la sous-région, vous avez vu l'état... La plateforme commerciale de ces nanabins. Alors, lorsque vous voyez ces réalités, vous me dites aujourd'hui que le Togo est demeuré une plaque tournante du textile, je vous dirais d'aller relire l'histoire et d'écarquiller bien les yeux pour voir les réalités togolaises. Je suis bien désolé. Je suis bien désolé. Alors, lorsqu'on me dit aujourd'hui également, parce que quand je suivais Firmin, il a dit l'accent est mis sur l'agriculture et sur un certain nombre de choses. Il y a deux secteurs principaux, notamment le secteur agricole et le secteur textile, qui sont visés dans les échanges commerciaux. Vous savez que l'agriculture togolaise, est-ce que c'est ce que nous avons par rapport à celle du Bénin? D'ailleurs, pour parler d'une agriculture digne de ce nom, au XXIe siècle, ce ne sera plus la roue, hein, comme c'est le cas dans nos villages. Je reviens d'ailleurs d'un village un peu plus reculé de la préfecture et de la capitale. J'ai vu, pendant plus de 4 ou 5 jours, j'ai vu comment ça se passe. Et pourtant, c'est des milliards qui sont investis très récemment dans les projets agricoles au Togo. Est-ce que ces milliards sont réellement investis pour un but donné, pour donner une rentabilité digne de ce nom, ou bien les milliards, lorsqu'on nous dit qu'ils sont versés, vont directement dans les poches d'un certain nombre de personnalités? L'exemple, FIDA. Les exemples sont là, vivaces dans nos mémoires. FIDA. Mais ce que nous regrettons aujourd'hui, ou bien ce que certains comme moi regrettent aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas avoir un Togolais à la tête
de cette institution est que le Togo soit aujourd'hui un mauvais exemple. Parler de la FIDA. Oui, parce que la FIDA, tout ce que la FIDA a fait, c'est dans le domaine, pour la plupart agricole. Et vous avez bien souligné ici, il y a quelques semaines, que le ministre, au lieu de faire ce qu'il y a lieu de faire, a préféré empocher, je dirais aujourd'hui, ces milliards-là. Moi, j'ai eu des confidences pas mal de la part de ce ministre-là, qui d'ailleurs, dans un passé récent, a vendu des tracteurs aux agriculteurs du coton à coût de 400 millions. Comment ça se fait que c'est un ministre qui va vendre des tracteurs aux gens? Selon des informations qui nous sont parvenues, il y a même des fonds qui doivent normalement aller aux agriculteurs, et on parle d'un fonds chrétien qui serait à l'UTB ou à la BTCI, et jusqu'ici ce fonds n'est pas véritablement connu des agriculteurs, des paysans eux-mêmes, et que c'est des personnes qui ne sont même pas du domaine qui vont chercher cet argent. Non, ça dit que ce n'est même pas ça. Les révélations font état de ce que le ministre Koura Gadazi est allé emprunter de l'argent dans une banque étrangère au nord du Togo. Et lorsqu'il a été interpellé par les députés, d'abord, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas le montant réel de l'argent qu'il est allé emprunter. Mais le comble, c'est que la banque de l'État togolais, qui est le trésor public, cet argent-là n'a pas été versé au trésor. Deuxième remarque. Mais lorsqu'on a, à un moment donné, demandé au ministre Ayassor à l'époque, est-ce qu'il était au courant de ce que le ministre Agadazi est allé emprunter de l'argent, M. Ayassor a dit non, qu'il ne savait pas. Lorsqu'on a appelé le directeur du trésor, il dit qu'il ne sait pas. Mais le comble, c'est que cet argent-là a été déposé sur un compte privé à l'UTB sans signataire. Comment on peut gouverner un État de la sorte? Comment? Et quand, justement, je reviens sur les critères énoncés tout à l'heure par Firmin, lorsqu'il dit que pour adhérer à l'AGOA, il faut faire la démocratie, il faut faire la bonne gouvernance. Mais moi, je dis au Togo, nous ne parlerons jamais de la bonne gouvernance. Parce que des individus qui vont emprunter de l'argent au nom d'un État, d'une république, et qui vont déposer cet argent-là sur leur compte privé, c'est des gens qu'il faut traduire devant les juridictions. Mais s'ils ne sont pas traduits devant les juridictions, c'est parce qu'il y a une complicité au sommet de l'État. Parce qu'on ne peut pas, jusqu'à preuve du contraire, laisser un ministre qui va emprunter de l'argent au nom de l'État togolais et qui va le déposer sur son compte personnel. Firmin, vous voulez aborder un petit aspect du sujet? Ildefonse Akwaki a dit quelque chose d'important que j'ai essayé de soulever au début de mon raisonnement. C'est que vous savez, au XVIIIe siècle, au XIXe, c'est quand les Occidentaux ont quitté l'Europe ou les États-Unis pour venir en Afrique. C'était pourquoi? C'était pour chercher des débouchés. Vous savez, l'histoire n'a pas encore pris fin. Je pense que c'est la même chose qui se poursuit jusqu'à présent. Une nouvelle forme de colonisation. C'est une nouvelle forme de colonisation. D'impérialisme. Les Occidentaux sont là, ils veulent écouler leurs produits. Vous savez, ils veulent s'enrichir. Le riche veut toujours s'enrichir. Donc, ils veulent s'enrichir. Et c'est ce que j'ai dit en disant que, en essayant de faire voir que les Américains poursuivent beaucoup plus l'intérêt que la démocratie ou ce que vous pouvez, ou tout ce que vous pouvez avancer. Pour eux, c'est l'intérêt économique. Et ils ne s'amusent pas. Vous savez, quand on a parlé de Panama Papers en 2016, est-ce que vous avez une fois entendu le nom d'un Américain dans la liste qui a été affichée publiquement? Non. Vous n'en verrez pas. Parce que aux
États-Unis, on ne s'amuse pas avec l'argent. On ne s'amuse pas avec l'économie. L'Américain ne s'amuse pas avec son argent. Donc, ils font toujours tout pour préserver leur intérêt économique. Ils savent que l'Afrique a beaucoup de choses et que l'Afrique a beaucoup de terrain. Vous savez, aujourd'hui, nous avons plus de 5000 villages. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut encore développer de l'agriculture. Donc, ils savent que sur ce point-là, par exemple, ils peuvent nous envoyer des machines, des appareils, des tracteurs. Il y a des appareils high level qui pourraient nous envoyer avec le temps. Vous savez, quand on parle de l'agriculture, ne pensez surtout pas que ce sont les Africains qui vont régulièrement envoyer leurs produits. On parle d'échange. Ça veut dire les Américains, durant une année peut-être, pourraient envoyer plus de produits américains sur le continent africain que les Africains. Peut-être ça peut être évalué à 70% ou à 90%. Parce que les Africains, eux, à leur niveau, ils ne veulent pas développer l'agriculture. Ils veulent rien moderniser. Les États-Unis s'en sont aperçus et se disent d'accord, ils vont aider les Africains à moderniser l'agriculture. Donc en modernisant l'agriculture, ils vont envoyer quoi? Ils vont envoyer les appareils high level. Donc que les gens sachent que pour cette forme de colonisation, ce sont les Américains qui profitent beaucoup plus. Les Africains, ils sont là et ils vont toujours consommer. Ce sont les Américains qui profitent beaucoup plus. Quand on parle de droits de l'homme, je vous ai dit ici une fois que quand on parle de la diplomatie, retenez-le, on fait abstraction de la bonne gouvernance, on fait abstraction de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, quand on parle de la diplomatie, il y a beaucoup plus les intérêts qui sont mis en avant. Sinon, s'il n'y aurait pas eu ça, on n'aurait jamais vu un Faure Gnassingbé président de la CEDEAO. On n'aurait jamais vu un Faure Gnassingbé. Parce qu'à l'international, on privilégie beaucoup plus les intérêts. On sait que quand on le placera à la tête de la CEDEAO, avec lui, on gagnerait beaucoup plus en intérêt. Donc, ici, au niveau de AGOA, les Américains n'ont pas mis en place ce programme pour la beauté des yeux des Africains. Mais c'est beaucoup plus pour leur intérêt. Eh bien, à travers ce forum AGOA, le Togo cherche donc à soigner sa santé financière et économique. Et pendant ce temps, ce n'est pas tout. Le pays semble être malade d'une crise politique qui dure depuis des années, depuis près de 3 décennies. Et la réconciliation nationale, la question des réformes politiques sont sur le tapis. Et sur la question de la réconciliation nationale, il y a une réaction qui intéresse beaucoup la presse locale, c'est celle de l'apôtre, du révérend apôtre William Tété. La réconciliation nationale passerait-elle, se demande donc des journaux, finalement par la libération de Kwacha Gnassingbé, le demi-frère du chef de l'État incarcéré depuis 2009 pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Oui, répond l'apôtre William Tété. On peut le citer donc, il dit, je vous le cite, Dieu m'a chargé de dire au chef de l'État de pardonner à Kwacha et de le sortir de prison car lui-même, le président de son sang, est en prison. Et Kwacha et le président ont le même sang. Donc lui-même, le président, est en prison. Du coup, c'est toute la nation togolaise qui est en prison. Alors qu'il pardonne à son sang en le libérant de la prison. Et s'il le veut, il pourra le mettre en résidence surveillée. Qu'il le sorte de la prison parce qu'ils sont du même sang. C'est en ces termes que le révérend pasteur William a exposé la révélation qu'il dit avoir eue de Dieu pour la libération du demi-frère de Faure Gnassingbé. Ildefonse Akpaki, la réconciliation nationale, selon donc cet homme de Dieu, impose à Faure Gnassingbé donc de libérer son demi-frère Kwacha Gnassingbé. Je voudrais faire une observation par rapport à ce que vous venez de lire. Allez-y. Je ne comprends pas pourquoi, par alchimie ou bien par révélation, pourquoi on doit dire aujourd'hui que la réconciliation des fils et filles togolais doit nécessairement passer par la libération de Kwacha Gnassingbé. Monsieur Kwacha Gnassingbé. Si je me rends compte de ce que Monsieur Kwacha Gnassingbé n'a pas été arrêté seul pour le même délit, mais moi je ne pense pas unique, mais je pense tout le Togo, parce que la libération de Kwacha seule ne peut pas constituer un point de réconciliation pour tous les Togolais si aujourd'hui beaucoup de langues disent que ce qu'on a dit de M. Kwacha est co-accusé, on a ajouté est co-accusé,
n'était pas vrai. Un montage. Et d'autres supputent que cela a été monté. Je me rappelle les dernières paroles de cet officier togolais qui avait le balafré, je voulais dire. Oui, vous parlez de feu le général Tidjani, qui, ce 14 avril, ou quelques mois après, lorsqu'il était présenté devant la justice, a tout nié. Je me rappelle ses propos et je rappelle tout ce que la femme de Kwacha avait dit dans les premières heures de l'arrestation de son mari sur les ondes togolaises. Mais par rapport à ce que M. William Tété a dit, excusez-moi d'être un tout petit peu désobligeant envers ce que vous avez qualifié d'homme de Dieu, que cela me paraît un tout petit peu une foutaise quand on sait que un homme de Dieu ne doit pas penser unique, mais global. Pour vous, il faut aller à la libération des autres détenus, que ce soit politique ou dans des affaires... Ceux qui ont été arrêtés pour le même délit seront gardés en détention. Et M. Kwacha, qui est aussi togolais comme les autres, lui recouvrera la liberté. Le Seigneur Dieu est juste. Hein? Et on a toujours dit qu'il est juste. Alors, je ne vois pas comment ça se fera, cette justice d'un homme de Dieu qui nous dit aujourd'hui que pour le même délit, on a arrêté plus d'une dizaine ou vingtaine de personnes et qu'on privilégie aujourd'hui. Je sais très bien que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que le chef de l'État nous dit, réconcilions-nous. Et cette charité doit commencer par le chef de l'État lui-même. Mais je vois que la justice ne sera pas faite si tant est qu'il faut libérer seul M. Kwacha et garder les autres en prison. Je ne suis pas d'accord. Et Firmin Teko, beaucoup se demandent d'ailleurs si la libération de Kwacha Nyasimbe s'inscrit dans le processus de réconciliation du Togo, puisque ce processus de réconciliation ne prend qu'en compte que des événements politiques de 1958 à 2005. Et William Tété dit, s'il lui pardonne, Dieu dit qu'il pardonnera aussi au peuple togolais. Et quand on le sortira, le jour où nous allons prier pour la nation, il faudra que Kwacha soit là, de même que toutes les autorités du pays, avant que nous ne prononcions la prière de réconciliation comme Dieu l'a faite par Jonas pour Ninive. Vous savez, quand on parle de Dieu, moi je sais de manager les choses. D'être un peu plus prudent. D'être un peu plus prudent. Et la parole de Dieu, ça vient de qui? Ça vient d'un homme que beaucoup connaissent comme de Dieu. Et William Tété, moi j'étais encore gosse quand j'entendais parler de lui. C'est quelqu'un qui, je pense que c'est le premier grand évangéliste que le Togo connaît jusqu'à présent. Et c'est le seul évangéliste qui a pu parcourir toute l'étendue du territoire national pour aller parler de Dieu. Je parle de 2000, de janvier à mars 2000. Et c'est lui, quand on parle de réveil spirituel au Togo aujourd'hui, c'est William Tété. Et on a vu beaucoup de choses avec William. Et moi, je puis, à mon âme et conscience, vous assurer que c'est un homme pour... Qu'on nous pousse à franchise en matière de révélation. En matière de révélation, ou quand on parle de Dieu, William Tété ne blague pas. C'est quelqu'un qui est très sincère. Et c'est quelqu'un, moi je peux dire, je ne le connais pas personnellement, je le vois physiquement comme ça, mais je ne le connais pas personnellement, il ne me connaît pas. Mais ce monsieur, moi je parle au nom de la foi. Ce monsieur, c'est un homme de Dieu. Parce que moi je l'ai suivi, et j'ai connu beaucoup d'hommes de Dieu. Mais ce monsieur, quoi qu'on puisse me dire, ce monsieur est un homme de Dieu. Mais sur un terrain politique, sur un terrain politique, comment vous l'appréciez? Oui, écoutez. Pourquoi je dis tout ça? Pourquoi je fais tout ce déballage en disant que c'est un homme de Dieu, en le répétant? C'est pour dire que cet homme est un homme de Dieu, ce qui vient de lui. Quand ce monsieur parle de Dieu dans ce qu'il dit, moi j'y crois. J'y crois. Quand il dit que Dieu lui a révélé ceci, moi je prends ça comme une parole d'évangile et je ne vais pas douter. Et sur ce point, donc je vais mener mon raisonnement comme ça. Si ce point, si ce Dieu lui a révélé, vous voulez qu'il fasse quoi?
mais qui, quand Dieu te dit, va transmettre ce message, tu vas le faire fidèlement. Tu n'as rien à ajouter. Dieu n'a parlé que de la libération de Kpacha Gnassingbé. Dieu n'a parlé que de la libération de Kpacha Gnassingbé. De ses codes de tenue. De ses codes de tenue. Et puis, qu'est-ce que William Tété a dit? Il a ajouté que Faure Gnassingbé et Kpacha Gnassingbé ont le même sang. Donc, si Kpacha Gnassingbé est en prison, ça veut dire que c'est Faure Gnassingbé qui est en prison. Puisque c'est le sang qui coule dans les veines de Faure Gnassingbé. C'est le même sang qui est en prison. Et donc, Faure étant le père spirituel du Togo, quand son sang est en prison, ça veut dire que c'est lui-même qui est en prison. Et c'est toute la nation spirituellement qui est en prison. C'est la démonstration que Dieu a essayé de lui faire. Et donc, William Tété n'est qu'un envoyé spécial de Dieu pour aller transmettre ce message. Et c'est ce message qui, vous savez, pour ce qui concerne la révélation, pour ce qui concerne la réconciliation, nous avons notre mot à dire, mais au-delà de tout, Dieu aussi a son mot à dire. On ne dit pas que c'est la fin, mais Dieu peut-être, avec William Tété, voudrait jusqu'on libère Kpacha Gnassingbé pour que les choses puissent accélérer. Vivement que William Tété, que sa révélation soit entendue. Eh bien, il y a 8 jours, les partis politiques membres du combat pour l'alternance politique en 2015, Cap 2015 bien sûr, étaient dans les rues de Lomé pour contraindre le pouvoir à ouvrir un cas de discussion pour, dit-on, la mise en œuvre rapide et consensuelle des réformes politiques prévues par l'accord politique global et l'organisation des élections locales. Dans un communiqué signé par son premier vice-président Patrick Lawson, l'Alliance nationale pour le changement dénonce un certain nombre d'entraves à cette manifestation pacifique, notamment le comportement de l'officier en charge du détachement de Kogan, route d'Aného, où 7 bus transportant les militants de l'ANC venus prêter main forte aux manifestants de Lomé ont été immobilisés. Parti personnellement sur les lieux pour débloquer la situation, Jean-Pierre Fabre, le président national de l'ANC, est allé poser des questions à l'officier suscité. Ce dernier, selon le communiqué produit par l'ANC, a simplement tourné le dos au député de la nation, qui plus est le chef de file de l'opposition togolaise. C'est une attitude, dit le communiqué signé de Patrick Lawson, irrespectueuse au chef de file de l'opposition avec rang d'institution de la République. Et Delphine Sakbaki, en dehors de toutes ces polémiques qui ont porté sur cette marche de Cap 2015, voilà ce que dénonce l'Alliance nationale pour le changement, qui parle d'une attitude irrespectueuse au chef de file de l'opposition avec rang d'institution de la République, aux égards, bien sûr, du comportement de cet officier. Face à ces genres de comportement, je suis habitué. C'est le mot que je cherchais. Lorsque nous sommes citoyens d'un État comme le Togo, il nous arrive à certains comme moi, de nous poser la question si effectivement nous sommes dans une république. D'abord, est-ce que nous sommes dans une république? Est-ce que nous sommes dans une nation? Est-ce que les citoyens que nous sommes, nous avons des chances égales? Est-ce que nous sommes égaux devant la loi? Est-ce que ceux qui ont la charge même de la gestion de l'État togolais sont respectueux des lois qui régissent l'État? Ce que je sais, c'est que ces genres de comportements sont légion au Togo. Ce n'est pas la première fois. Mais au-delà de cela, la grande question que je me pose, c'est que est-ce qu'un jour ça peut changer au Togo? Est-ce qu'un jour ça peut changer au Togo? Vous êtes si pessimiste? Lorsque nous sommes en 2017 et que je me rends compte que par le passé, il y a eu ces genres de comportements qui n'ont pas été punis, parce que ça, c'est manquer d'égard, vous l'avez si bien dit tout à l'heure, au chef de file de l'opposition qui, sous un angle protocolaire, a rang de président d'une institution de la République. Et d'ailleurs, ces genres de comportements sont passibles de peine. Rappelle d'ailleurs le communiqué de l'ANC. C'est ce que je dis. Un député, un élu de la République. Par le passé,
Le général Eyadema avait parlé d'éléments incontrôlés de l'armée togolaise. Ça continue. Il y a toujours des éléments incontrôlés. Ça, dans une république où les premiers responsables, les premiers dirigeants sont respectueux des textes et lois, il n'allait pas faire 24 heures là-bas. Je sais qu'il est encore en poste. C'est manquer d'égard à la République parce qu'il est ou il a rang de président d'une institution de la République. C'est ce que vous avez lu tout à l'heure. Bien sûr. Ce que je sais, dans le monde, partout où vous allez, la seule institution la plus disciplinée au monde, c'est l'armée. C'est ces personnes entre eux qui sont normalement, si on était dans un état normal, respectueux. Mais si en 2017, les pratiques qui ont eu cours il y a des années continuent, c'est juste pour vous dire, moi je l'ai toujours dit sans avoir crainte, que qu'on ne nous bourre pas les oreilles de ce que le RPT n'est plus là. Qu'on ne nous bourre pas les oreilles. Le RPT n'est plus là, évidemment. Nous avons l'unir actuellement. Parce que justement, c'est les mêmes hommes. Les pratiques et les méthodes sont restées les mêmes. C'est le même système. Eh bien, Firmin Teko Agbo, Ildefonse pense lui que c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes hommes qui continuent toujours donc de siéger donc sur le pays, alors qu'en 2005, après donc les soubresauts politiques qu'il y a eu en 2005, Faure Gnassingbé a rassuré déjà à partir de 2006-2007 les Togolais d'une certaine politique de rupture. Monsieur Goka, soyez sérieux. Vous croyez que le Togo a évolué ou les choses ont changé au Togo? Non, écoutez, ne faites pas. Les appréciations sont diverses. Non, sont diverses. Écoutez. Vous savez, c'est le même régime. Rien n'a changé. Quand Faure Gnassingbé est arrivé, il affichait sa face jeune, en montrant qu'il pouvait faire mieux que son père. Mais quelques mois après, pourquoi je vais parler de quelques mois, même dans le sillage de son arrivée au pouvoir, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu des morts, il est venu dans le sang. Et les choses se sont poursuivies. La même pratique aujourd'hui, quand on parle de la torture, mais c'est sous Faure Gnassingbé qu'il y a eu torture. Il y a eu torture sous Eyadema, il y a torture sous Faure Gnassingbé. En 2009, dans l'affaire de l'affaire Pacha Gnassingbé, atteinte à la sûreté de l'État, la CNDH a parlé de torture. En 2014, il y a un rapport du sous-comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, rapport qui a été rendu public en avril dernier, qui parle de la torture. Donc, le rapport Afrobaromètre parle d'une justice aux mains du pouvoir. Mais ça veut dire que les choses n'ont pas changé. C'est la même pratique. C'est Faure Gnassingbé même qui a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare les richesses du pays. On parle de quoi? On parle de la corruption. On parle de la corruption. Donc ça veut dire que c'est le même régime. Ce n'est pas une question de nos RPT unis. Non, c'est le même régime. Faure Gnassingbé au départ a semblé faire écarter les anciens qui ont fait avec son père. Mais avec le temps, il les ramène. Donc ça veut dire rien n'a pratiquement changé. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire observer? Quoi qu'on puisse lui reprocher, quoi qu'on puisse dire, Jean-Pierre Fabre, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je suis un journaliste chroniqueur politique. J'analyse les choses. J'ai souvent critiqué les démarches, le manque de stratégie de l'opposition. Notamment de l'ANC. De l'ANC. C'est mon point de vue. Et je critique aussi certains actes du pouvoir. Mais face à ce régime, être opposant, ce n'est pas facile. Le régime vous dépouille. Le régime vous approuve. Écoutez, n'allez même pas jusqu'aux opposants. Regardez ce peuple, comment ce peuple est pauvre. Regardez comment ce peuple-là vit le plus misérablement possible. Il y a quelqu'un qui est arrivé au Togo et qui a vu le visage des Togolais. Il dit, mais écoutez, c'est des rires. Non, il me semble, j'oublie l'expression, mais
c'est des rires hypocrites ou c'est des sourires hypocrites, qu'il y a la misère qui se lit sur tous les visages des Togolais. Ça veut dire que c'est un régime qui appauvrit. Le régime fait tout pour vous appauvrir. Quand vous êtes opposant, vous n'avez pas d'argent. Est-ce que vous avez vu un opposant milliardaire dans ce pays? Au Bénin, vous en trouverez. Ce n'est pas normal. Le régime fait tout pour vous appauvrir. Jean-Pierre Fabre, avec ses maigres moyens, reste dans son radicalisme, combat avec les moyens qu'il a. Le régime, écoutez, quoi qu'on puisse lui reprocher, il faut lui devoir respect. Parce que, tout d'abord, il est citoyen togolais. Ensuite, c'est un homme politique, responsable de parti politique. Député à l'Assemblée nationale. Député à l'Assemblée nationale. Chef de file de l'opposition. Chef de file de l'opposition, c'est le président d'une institution. De la République. De la République. C'est comme lui et le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale, au même rang. Donc il faut lui devoir respect. Tenir face à ce régime et tenir. Vous avez vu, il y a une image qui a circulé, une image de Jean-Pierre Fabre qui a circulé sur les réseaux sociaux. Vous le voyez vieillissant. Un peu dépéri. Un peu dépéri. Jean-Pierre Fabre que nous avons connu quand nous étions encore très jeunes, qui était très beau, très mignon. Aujourd'hui, il a vieilli. Parce que quoi? On nous reproche d'avoir pris de l'argent chez le pouvoir. Nous avons eu la chance de l'interviewer en fin février. Il nous a déballé tout ce qui nous venait de son cœur. En politique, bien sûr, on ne croit pas. Mais il y a des choses, on peut les lui reprocher. Mais Jean-Pierre Fabre, il faut tenir. Vous savez, Jécris Olympio a combattu le régime pendant des années. Mais à un moment donné, il a fléchi. Il a fléchi ou il a trouvé une nouvelle alternative. Oui, il a fléchi, écoutez. Il a fléchi. Il a dit non, je ne peux plus continuer dans la même dynamique. Il faut que je change. C'est une manière de fléchir. Mais Jean-Pierre Fabre lui dit non, il ne veut pas fléchir. Lui, en tout cas, je ne connais pas l'avenir. Mais je pense que dans sa tête, il veut mourir opposant que de mourir collaborateur du régime. Est-ce que ça profite au peuple? Et c'est là où d'aucuns disent que ce radicalisme dont vous parlez par rapport à l'Alliance nationale pour le changement ne profite pas véritablement au peuple. Ceux-là qui ont eu à collaborer avec le régime, en quoi est-ce que cela a véritablement profité au peuple? Est-ce que ça a été une collaboration collective? Écoutez, Edem Kodio est allé collaborer avec le régime. Peut-être en cette année, ça a été, on a eu une balance commerciale excédentaire. Mais l'incidence positive sur le peuple, vous l'avez trouvé. Agouebo est allé. La conséquence directe, il a eu 4 députés. Lui qui était le parti d'opposition, qui avait plus de députés à l'Assemblée nationale en 1994, juste après avoir collaboré avec le régime, a eu 4 députés. Il y a d'autres, il n'a vu aller collaborer avec le régime. Vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui? N'est-ce pas parce que Firmin, à un certain moment, on a appris au peuple togolais ou aux Togolais que collaborer avec le régime serait pactisé avec le diable? Je l'ai dit ici, le peuple togolais, c'est un peuple très extrémiste. Et quand vous collaborez même avec le régime fait tout. Le régime sait que le peuple est comme ça. Le régime fait tout pour vous dépouiller. Quand vous venez collaborer avec lui, vous ne ferez rien. Le régime veut juste vanter qu'aujourd'hui, il y a la démocratie. Les opposants sont en train de venir travailler avec moi, collaborer. Et donc, et après, le régime fait tout. Regardez, depuis 7 ans que Jécris Olympio est allé travailler avec le régime, fondamentalement, qu'est-ce qu'il a obtenu? Dans ma chronique dernière, j'ai dit qu'on est en train de manipuler M. Olympio. Parce que jusqu'à présent, il n'a rien obtenu. Et il est même fatigué. Soit il réfléchirait peut-être, soit sortir de cet accord ou continuer avec le régime. Donc Jean-Pierre Fabre, écoutez, ne lui reprochez rien. Tenir face à un régime riche, un régime puissant, un régime soutenu par l'armée, un régime monolithique, un régime qui a tout, et demeurer toujours opposant et avec la même verbe, je pense que c'est quelqu'un à qui il faut simplement tirer chapeau. Donc, les militaires, les gendarmes, les policiers lui doivent respect parce que c'est un citoyen de la République. Les militaires et tout cet ensemble est appelé à protéger le citoyen de la République, à protéger le président du parti politique, à protéger le député, à protéger le chef de file de l'opposition. Eh bien, Ildefonse a qui, face à la désolidarisation du groupe des 6 à la dernière marche organisée par CAP 2015, d'aucuns parlent d'une certaine d'un dédain que l'ANC a toujours à l'égard des autres partis politiques. Avant de répondre à ta question, je voudrais dire un mot sur le sujet précédent, juste un mot.
je me rends compte dans la nomenclature du Togo que tout se passe ou tout est relié à la présidence de la République. D'abord, Firmin a dit beaucoup de choses. Je ne reviens pas là-dessus, mais je voudrais attirer l'attention de l'opinion publique sur un fait. D'abord, M. Faure Gnassingbé, légalement parlant, n'est pas venu au pouvoir. Et si aujourd'hui on a comme l'impression qu'il s'en fout du Togo, nous ne devons pas lui tenir rigueur. Parce que justement, lorsque la loi fondamentale togolaise demande à ce que, en période de vacances, que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui assume l'intérim et qu'au terme de 60 jours qu'il organise de nouvelles élections pour qu'on ait un nouveau chef d'État et que cela n'a pas été fait de cette manière-là, ne lui tenons pas rigueur. Parce que il est beaucoup plus en l'air qu'au Togo. Il ne l'a pas voulu. Mais il faut dire aujourd'hui que tout le problème togolais repose sur l'armée. Il faut avoir le courage de le dire, puisque c'est cette armée-là qui a marché sur la constitution togolaise, violant l'article 65 de la République. Les choses ont été remises à... Non, j'en viens. Et imposant M. Faure Gnassingbé. Lorsque vous me dites que les choses sont revenues à la normale... À la normale, l'ordre établi a été remis à la normale. Il n'y a jamais eu de rétablissement de l'ordre constitutionnel. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'article 144 alinéa 3 a été clair. En période d'intérim, l'on n'a pas le droit de toucher à la constitution togolaise. Je dis bien, l'article 144 a été très clair. Et nous devons comprendre que c'est la loi fondamentale de l'État togolais. Vous savez ce que dit les dispositions spéciales de la constitution togolaise? Lorsque vous renversez le régime constitutionnel, vous avez commis un crime imprescriptible. Et donc, M. Faure Gnassingbé, normalement, ayant été bénéficiaire du coup d'État constitutionnel, ne devait pas être accepté par la Cour. Et je suis malheureux de dire que un coup qui a été porté à la constitution togolaise, c'est un coup qui a été fait plus au président de cette institution garante de la constitutionnalité des lois de la République. Mais lorsque vous êtes président de la Cour et que vous acceptez le serment de quelqu'un qui a été bénéficiaire d'un coup d'État constitutionnel, vous êtes aussi condamnable. Et après, Faure Gnassingbé a été élu en 2010. Et non, il ne devait pas. Et c'est ce que l'autre a dit tout à l'heure, Firmin a dit tout à l'heure. Un régime qui a tout. Et aujourd'hui, le bras dur du régime qui régente le Togo, c'est l'armée. Vous avez vu tout le carnage qui a été fait en 2005. Nous étions dans un état normal et le bénéficiaire du coup d'État constitutionnel et ceux qui l'ont organisé devaient subir la rigueur de la loi, c'est-à-dire présentés devant la justice et condamnés, parce que la loi fondamentale dit c'est un crime imprescriptible. On ne devait pas le faire. Si vous le faites, voilà ce qui vous attend. Mais puisque nous sommes en face d'un régime qui a tout, comme il a dit tout à l'heure, toutes les institutions sont inféodées au régime, l'armée est devenue, ou bien reste son bras dur, qu'est-ce que vous voulez que les autres fassent? Vous voyez, lorsque la loi dit de ne pas le faire, c'est parce qu'il y a 3 points, ou 3 principes fondamentaux, sur lesquels l'on ne transige pas en matière de vote de la loi. Le premier principe, c'est que vous apportez la loi devant les députés, ils adoptent. Après l'adoption, ça passe chez le président de la République qui le promulgue. Et après la promulgation, pour que cette loi-là devienne une loi régissant l'État togolais, il faut que la loi la sorte dans le journal officiel. Mais diantre, en 2005, ceux qui se sont rassemblés là, à l'Assemblée nationale, pour modifier la loi togolaise,
Ils l'ont adopté. D'ailleurs, le quorum n'était pas atteint. Qui était ce chef ou bien ce président de la République qui a promulgué la loi qui a fait de M. Faure Gnassingbé député, président de l'Assemblée nationale, président par intérim et puis par après, ce qu'il est devenu? Quel est ce président-là? L'adoption, la promulgation et la sortie dans le journal officiel. Dans quel journal officiel? Ce sont des lois qui régissent une république. Et ceux qui doivent être, d'ailleurs, les exemples, c'est ceux-là qui nous dirigent. Voilà pourquoi je dis, même le bénéficiaire de ce coup d'État constitutionnel ne devait pas être présenté. Voilà l'État. Voilà la République togolaise. Mais dans une situation de crise, les acteurs politiques ont accepté donc de signer un accord politique global pour donc amener à une certaine stabilité, amener le pays à une certaine stabilité. Oui. Est-ce que cet accord-là a été respecté jusqu'aujourd'hui? C'est ce qui fait débat aujourd'hui. Pourquoi ça n'a pas été respecté? Nous l'avons dit. Dans les mêmes conditions où on est passé de député à président par intérim et puis après parce qu'on est devenu, mais c'est de la même manière. Mais vous ne voyez pas que ce peuple aujourd'hui n'est plus con? Le peuple togolais n'est plus bête. Vous avez eu vent de tout ce qui se passe avec la commission de réflexion. Ou peut-être avant on nous disait que c'est justement dans la capitale que les choses se passent. Mais j'ai été très heureux. J'ai applaudi les compatriotes de Pendjal jusqu'à Sokodé. Et l'étape de Sokodé, j'ai été très rassasié. Très rassasié parce que ceux qui nous dirigent doivent comprendre aujourd'hui que les chiens qui accompagnaient les chasseurs à l'époque prenaient ou capturaient les singes. Mais aujourd'hui, les singes ont grimpé dans l'arbre et demandent aux chasseurs, dis à ton chien de venir me prendre là, là-haut. C'est comme ça, les mentalités ont évolué. Mais il faut qu'ils comprennent. Parce que on ne peut pas diriger ce pays-là par la force. Éternellement. Les gens en ont ras-le-bol. Eh bien, le président du parti du renouveau et de la rédaction, Nicolas Lawson, en a ras-le-bol également. Il réitère sa confiance en la mobilisation générale du peuple togolais pour provoquer l'alternance politique et le changement au Togo. C'est ce qui ressort une fois encore de son analyse rendue publique en début de semaine. Il dit aucun homme politique ni aucun parti politique ne peut se substituer à un peuple pour le sauver du chaos sans la détermination providentielle. Je le sais, destin et par l'expérience. C'est pourquoi je l'affirmais depuis la conférence nationale souveraine face à la prétention des messies supposés, des égocentriques et de leurs laquais. C'est la mobilisation générale de notre peuple qui provoquera le changement, amènera l'alternance et permettra le redressement national. Il est heureux, dit-il, qu'aujourd'hui et après des égarements et des tragédies, les aventuriers politiques reconnaissent cette réalité et la proclament dans leurs meetings et sur les radios pour appeler enfin le peuple togolais à prendre en main sa destinée pour déterminer l'issue de la crise que nous vivons depuis des décennies. Comment cela a-t-il pu échapper aussi longtemps à la majorité de notre peuple à comprendre que les partis politiques, s'ils sont unanimes à s'opposer au pouvoir, ne le sont pas pour s'entendre, pour obtenir le changement et l'alternance. Ayant été trahi et humilié par le premier ministre de la transition, j'avais compris que je ne devrais plus jamais faire confiance à un prétendu opposant n'ayant ni projet, ni vision, ni ambition nationale et n'ayant surtout aucun talent propre aux hommes d'État et aux bâtisseurs de grandes nations. La lutte pour la démocratisation de nos sociétés a été longue et pénible, mais la République sera sauvée dès lors que la masse de notre peuple se fera confiance pour ne plus se déposséder de sa souveraineté au profit d'un quelconque leader de l'opposition ou d'un chef de file de cette opposition. Les intolérables usurpations des leaders de l'opposition, les uns après les autres, ont longtemps masqué la subversion criminelle des valets du pouvoir en place. Mais heureusement, on finit par édifier la majorité de notre peuple. Voilà ce que je voudrais, de façon brève, retenir de l'analyse rendue publique par Nicolas Lawson. Firmé. Moi, je ne voudrais pas trop parler de la division de l'opposition. Je voudrais beaucoup plus parler de la mobilisation populaire. J'ai eu à entendre assez un peu ce que les gens disent par rapport à la marche
de l'autre jeudi, c'est ça, non? Du jeudi 3 août 2017. Oui, jeudi 3. Vous savez, j'ai été ahuri. C'était compliqué pour moi de suivre certains raisonnements, certains confrères dire que la marche n'avait pas réussi. Vous savez, j'ai tout suivi jusqu'au point de chute. Sur les 2 dernières années, c'est la marche qui a le plus réussi pour le CAP. Cette marche, les gens étaient sortis. Que le pouvoir ne minimise pas. Ou non, je ne peux pas dire que le pouvoir minimise. Le pouvoir sait que les gens sont sortis. Mais les envoyés spéciaux du pouvoir veulent faire croire que la marche n'a pas réussi. Vous savez, sur ce point, ils sont manipulés, alors que le pouvoir connaît la vérité. Le pouvoir sait que les gens sont sortis. Mais ceux que le pouvoir envoie disent que la marche n'a pas réussi. Maigre mobilisation, c'est ce que les gens disent. Sur ce point, ils jouent l'intermédiaire, mais ils sont beaucoup plus manipulés. Le pouvoir est très intelligent. Le pouvoir sait que les Togolais étaient sortis. Vous savez, je n'ai pas d'appareil pour mesurer la quantité ou le nombre de ceux-là qui étaient sortis. Mais juste, puisque j'ai eu à suivre, mon raisonnement peut-être il est bête, mais puisque j'ai eu à suivre souvent assez de matchs au stade de Kégué, je vois quand le stade est plein, quand les gens sortent, je vois un peu la mobilisation et j'ai comparé un peu à ce nombre que j'ai vu dans les rues de Lomé. Ce nombre avait largement dépassé 30 000. Ceux-là qui étaient sortis. Éric Dupuis a parlé de 50 000 oui, personnes. ça peut aller à 50 000, même plus. Parce que ceux-là que moi j'ai vus, les gens étaient sortis. Donc que les gens ne se trompent pas. Ne trompons pas le peuple, ne trompons pas les gens. Disons la vérité. Moi je le dis parce que je suis chroniqueur et je donne mon avis sur ce que je vois. Et les gens étaient sortis. À l'analyse très rapidement Vous savez, de Nicolas Lawson. Sur ce point, je veux juste dire que celui-là, le détenteur de la souveraineté nationale, on dit que la souveraineté appartient au peuple. Ailleurs on dit, dans la constitution française, on dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. On sait que la souveraineté est populaire. Si le peuple togolais veut que Fagne Singbe soit président, Fagne Singbe sera président. Si le peuple togolais veut que Fagne Singbe quitte le pouvoir, Fagne Singbe quittera le pouvoir. Donc le peuple togolais a tout dans sa main. Le reste, vous pouvez tout faire. Mais si le peuple dit oui, si le peuple dit non, ça va rester comme ça. Vous savez, aujourd'hui les gens sont en train de faire une tournée. Les gens sont en train d'aller consulter le peuple. Les gens sont en train d'aller dire des choses. Peut-être on ne va pas parler de ça, mais vous permettez que j'en parle un peu. Quand je parle de la tournée, vous savez, on perd de l'argent pour rien. On perd de l'argent pour rester au pouvoir. On perd de l'énergie pour rester au pouvoir. Le flambeau des démocrates de Loïc Lawson parle de perte de temps. Perte de temps, perte d'argent. Ceux-là, dans les pays où on a changé les institutions, dans les pays où on a changé la constitution, je veux parler de la France, le général de Gaulle a mis en place un comité constituant pour réfléchir sur la nouvelle constitution du 4 octobre 1958. On n'est pas allé chez le peuple pour lui demander ce que tu veux, non. Les experts ont réfléchi et après on a soumis le test au peuple. Donc ceux-là que vous allez consulter sur toutes les données du territoire national, est-ce qu'ils peuvent parler du régime présidentiel? Est-ce qu'ils peuvent parler du mandat de tout? Est-ce qu'ils peuvent vous parler réellement de la fonction d'un député? Vous allez leur demander quoi? Je pense que le pouvoir fait tout pour perdre du temps et le pouvoir fait tout pour perdre de l'énergie, de l'argent pour rester au pouvoir. Moi, je serais peut-être à la place de Awanana, je réfléchirais autrement. Et Delphine Sakmaki, un dernier mot très rapidement. Je crois que nous n'avons plus d'intellectuels au Togo parce que ils sont devenus non seulement des épaves humaines mais des marionnettes. Parce que dans ce groupe de réflexion de ce que vous appelez intellectuel, il s'avère, se trouve un certain nombre de personnalités qui, par le passé ou bien dans un passé récent, nous ont servi des choses qui se retournent contre eux. Je l'ai dit ici, je le répète, je vois mal M. Aoumé Zounou dans une telle commission parce que en remettant le témoin à Klassou Selom, il avait dit que au début de sa mission, sa feuille de route lui demandait de faire les réformes et qu'au terme même de sa mission, tout a été fait. Qu'est-ce qu'il cherche encore dans une commission de réflexion qui va encore proposer des choses pour une réforme? Mais soyons intelligents.
Merci à vous, Idelphonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Togo, La Gazette du Golfe et directeur du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Également à vous, Firmette Kouagbo, journaliste chroniqueur politique. Merci, Firmet. Merci aussi, Eligoka, je le dis toujours, c'est un grand honneur pour moi que vous me faites en m'invitant tous les vendredis. Merci beaucoup à Idelphonse Akpaki, c'est quelqu'un pour qui j'ai une certaine admiration parce qu'il est toujours logique dans son raisonnement et quand il parle, je le suis avec admiration. Eh bien, c'est pareil pour moi également. Et merci à vous qui nous avez suivis ici à Lomé partout ailleurs. Merci à Rapide Bois pour l'assistance technique et à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, Eliklim Goka Adokanou, c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.